Reprise des pourparlers à Kampala en Ouganda entre les rebelles du M23 et le gouvernement de la RDC. Ce troisième round portera sur la question politique et sociale, a-t-on appris des deux délégations qui séjournent à Kampala depuis samedi. Ces pourparlers reprennent pendant que le gouvernement de Joseph Kabila vient de radier définitivement des forces armées congolaises plus de 15 officiers, dont le général Bosco Ntaganda, arrêté à la CPI, Sultani Makenga, chef militaire du M23, et plusieurs autres officiers rebelles. La reprise des pourparlers de Kampala ne rassure pas les habitants du Nord Kivu à cause de la menace du M23 de reprendre la ville de Goma avant le déploiement de la force internationale qui est attendue pour traquer les forces négatives qui pullulent dans l'est de la RDC. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua. C'est le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jules Akizumwami, qui a dénoncé la démarche du M23 de reprendre la guerre et de reconquérir la ville de Goma. Les mêmes militaires qui sont allés au Rwanda sont en train d'être ramenés discrètement pour appuyer ceux qui sont à Rutshuru. Des informations vraiment concordantes font état d'une concentration des hommes et des armes sur l'axe Rumangabo, Kibumba, justement dans l'unique but de faire un assaut sur la ville de Goma. Nous sommes fatigués, la population de Rutshuru, de Nyiragongo, de Goma, de Masisi et de partout ailleurs. Ce ne sont pas des cobayes sur lesquels il faut expérimenter la performance des armes, la performance des militaires qui sont aguerris dans le domaine des combats. Nous pensons que trop c'est trop et nous sommes en train de porter à haute voix notre dénonciation contre cette tentative d'occupation, la énième, surtout que c'est toujours avec l'aide des pays voisins. Cette dénonciation de Jules Akizumwami panique toute la population, mais le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Roger Miss, est plus rassurant. Lors de son séjour à Goma, il a dit que les rebelles ne doivent pas aller à l'encontre de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne peux qu'encourager les M23 ainsi que tout autre groupe armé ou autre qui menace la population à suivre même la volonté clairement exprimée par le Conseil de sécurité d'arrêter toute action qui continue à menacer la population, d'arrêter les combats, les affrontements de violence parce qu'il n'y a que par ce voie qu'on arrive à la stabilité qui profite tout le monde et surtout tous les Congolais. Roger Miss a précisé également que la résolution 2098 n'exclut pas une solution politique. Les rebelles du M23 disent qu'ils n'ont aucune intention de rentrer à Goma. Ils continuent à croire à une solution politique et demandent à la population de Goma de rester calme. Mais la population n'a pas confiance à cette déclaration du M23. Ça sont les mascarades. Nous n'avons pas confiance aux propos du M23. Le M23 peut prendre la ville de Goma quand elle veut. Ce troisième round entre le gouvernement et le M23 va-t-il déboucher sur un accord politique pendant que le gouvernement avait déclaré qu'il n'intégrera aucun membre du M23 ni dans l'armée, ni dans la classe politique congolaise? C'est la question que l'opinion continue à se poser. Goma, Primo Pascal Roudaïgua, La Voix de l'Amérique. Toujours en RDC, le procès intenté contre le directeur de publication du journal Les Coulisses à Beni tire à sa fin. Le ministère public a requis une peine d'1 an d'emprisonnement accompagnée d'une lourde amende pour Nikez Kibelbeloka qui est accusé de diffamation. Kibelbeloka dément et réclame justice, affirmant n'avoir fait que son travail de journaliste en dénonçant ce qu'il appelle une contrebande de bois de forêt au détriment de l'État congolais. Son procès a commencé en janvier dernier, plusieurs mois après la parution de son article. Je l'ai joint à Beni. Le ministère public a requis ou a proposé 1 année de prison avec arrestation immédiate et le plaignant, le sous-directeur de la douane, a exigé un montant de $100 000 pour dommages et intérêts. Ça a paru paradoxal pour tout le monde qui avait assisté à l'audience parce que demander $100 000 et proposer 1 année de prison, c'est quand même irréaliste de la part du ministère public pour un journaliste qui a fait son travail, qui a dénoncé la fraude et l'exploitation sauvage du bois. Cette audience s'est déroulée quand? L'audience a eu lieu vendredi et nous attendons le jugement que le tribunal rendra incessamment dans 1 semaine ou dans 10 jours. Donc, si la requête du procureur est agréée, vous pourriez faire face à 1 an de prison? Bon, effectivement, ce qui est paradoxal. Et bien sûr, vous estimez tout cela injuste. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons fait notre travail de journaliste, c'est-à-dire nous avons dénoncé le passage frauduleux des 14 véhicules de bois qui transportaient 977 tonnes et que, au cours de l'audience, finalement, ils ont versé l'argent au compte du Trésor. Donc,
7 mois après la dénonciation. Au fait, le tribunal nous poursuit pour diffamation, pas pour la fraude. C'est-à-dire pour voir si nos propos et l'article a porté des mots méchants. Donc si nous avons écrit méchamment dans l'intention de nuire au directeur de la douane. Même si vous avez dit la vérité, vous pourriez quand même encourir une peine. Même si nous avons dit la vérité, si les juges estiment que nous avons été méchants à l'endroit du directeur de la douane, nous encourons la peine. C'est comme ça que la loi congolaise traite le journaliste sur la diffamation. Je veux pas être pessimiste, bien sûr, mais je veux tout simplement penser de façon hypothétique. Y aurait-il recours en appel? Oui, naturellement, nous restons optimistes parce que nous disons que le juge a compris ce que serait le rôle du journaliste, mais si c'est autre chose, nous serons bien obligés d'aller à l'appel. Et quelle est la réaction de vos confrères des médias à Béni dans tout ça? Il faut dire qu'à l'audience de vendredi, la salle était pratiquement pleine de confrères de Béni. Ils nous ont supportés, ils continuent de nous supporter. Et nous tous, nous attendons effectivement le verdict du tribunal parce que le juge est seul devant sa conscience pour délibérer et donner le jugement. Nikez Kibel-Beloka, directeur de publication du journal Les Coulisses. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, donc pour commencer et pour en parler avec moi en studio, Carole Assignon. Carole, bonjour. Bonjour Georges Ibrahim. Après avoir été interrompu le mois dernier, les pourparlers de paix de Kampala ont repris en Ouganda. Les représentants du gouvernement congolais et du M23 sont donc de nouveau à la table des discussions qui cette fois devraient aboutir à la signature d'un accord entre les deux parties. C'est ce que semble du moins espérer le facilitateur ougandais qui s'active dans ce sens, Carole. Tout à fait Georges Ibrahim. Si la rencontre de Kampala qui vient de redémarrer ne concerne actuellement que des sous-commissions. Selon plusieurs sources, une plénière est toutefois prévue jeudi prochain. Elle devrait permettre de décider de la signature de l'accord final des pourparlers. Du côté du M23, les requêtes sont nombreuses, mais pour certains, du côté de Kinshasa, on ne serait pas retourné à la table des discussions sans raison. Maître Georges Kabyamba est vice-président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme en RDC. Il me semble qu'il y a énormément de pression aussi exercée sur le gouvernement pour qu'il puisse faire une concession. Le M23 voudrait avoir seulement qu'il signe un document, un accord, premièrement qu'il le reconnaisse en tant que tel, qui leur permet de se transformer des mouvements militaires en mouvements politiques, qui leur permet aussi de faire lever les sanctions qui pèsent sur certains de leurs responsables et l'abandon notamment des poursuites judiciaires qui sont lancées contre certains de leurs responsables, qui va leur permettre de récupérer une situation normale pour qu'ils puissent réintégrer certains services. Il faut dire que la reprise des pourparlers de Kampala intervient alors que le déploiement d'une brigade d'intervention rapide créée par l'ONU est annoncé, une brigade qui devrait imposer la paix dans l'est de la RDC. Mais en attendant, les acteurs présents à Kampala semblent miser sur la signature d'un accord. Quel serait l'impact de cet accord s'il venait effectivement à être signé? Maître Georges Kabyamba. Ça va changer rien parce que ceux qui ont pris les armes l'ont fait sous l'instigation de puissances étrangères. Lesquelles puissances étrangères ne visent qu'à contrôler des concessions minières, à s'assurer au moins de l'exploitation des ressources naturelles. Donc que ces gens-là, que l'accord soit signé ou pas, je ne vois pas ce qui va changer, à moins qu'il y ait des concessions en informel tendant à leur assurer qu'effectivement, après cet accord-là, ils pourront continuer à contrôler encore l'exploitation des ressources naturelles à l'est de la RDC. À noter que depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est le théâtre d'affrontements armés qui ont fait plusieurs victimes et provoqué d'importants mouvements de population. Merci Carole Assignon pour ce point sur les discussions de Kampala entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Et j'ajoute que selon René Abandi, le chef de la délégation du M23 à Kampala, le médiateur ougandais a rencontré ce matin les représentants des deux délégations. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, la délégation gouvernementale et celle des représentants du M23 ont été à nouveau convoquées ce week-end par le facilitateur ougandais afin de reprendre les pourparlers de Kampala. Après avoir revu certains points sécuritaires en relation avec l'accord de 2009 et réadapté les délégations en fonction de la nouvelle donne du côté de la rébellion, les partis devraient aborder les questions politiques et sociales.
Dans les derniers grands développements, rappelons que le chef rebelle Bosco Ntaganda s'est rendu à la Cour pénale internationale via l'ambassade américaine à Kigali et que le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement d'une brigade d'intervention onusienne dans l'est de la RDC pour le mois de juillet, qui aura le pouvoir d'effectuer des offensives contre les groupes armés, contrairement à la politique habituelle des Nations Unies. À présent, les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC, ils ont été recueillis par France Ouessou. Charles Kasereka pour 100 citoyens journalistes et ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Lancement ce week-end d'un grand festival de la région des Grands Lacs, organisé par le Centre culturel des jeunes de Goma, sous la supervision d'un Belge, Eric Delamotte, conseiller à la mairie de Goma. Plusieurs artistes venus du Rwanda, Burundi et de la RDC se sont rencontrés sur un même podium pour parler de la paix à travers leurs chansons. Durant 3 jours, tous ces artistes vont jouer au rythme de la paix pour faire oublier un moment la guerre à la population gomatracienne. Il faut dire que ce festival va se clôturer le 1er septembre 2013 avec un grand concert de plusieurs artistes internationaux comme Youssoufa à la tête, Pichu, Freddy Massamba et le Congolais Lexis Legal, sans oublier plusieurs autres artistes de Goma comme Tontolo Sambo, Voldy Mapenzi et Wani Esking. Moi, c'est Joseph Mankamba, citoyen journaliste de la Voix de l'Amérique depuis Kananga au Kasaï occidental, le rôle de la société civile au sein des comités locaux de sécurité. Ces activités cadrent avec la réforme de la police qui est mise en œuvre au Kasaï occidental. La commune de Kananga a été ciblée après celle de la commune d'Endesha. Les activités de la réforme de la police sont mises en œuvre au pays grâce au financement de la coopération britannique à travers le département pour le développement international du FID. La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nos sources à Uganda, 17 km d'Engando, renseignent que les FRDC, en provenance du chef-lieu du territoire de Mwenga, ont lancé une attaque très tôt ce lundi sur les positions de la coalition Raia Mutomboki, Raia Mukombozi, Engando Centre. Des colonnes de militaires FRDC envoyées en renfort étaient visibles vers 8 heures ce matin à Uganda en direction de la ligne de front. De l'autre côté de la rivière Ulindi, précisément à Chinda, dans le territoire de Walungu, l'armée régulière a ouvert un autre front à partir de 4 heures du matin. Ces troupes venues de la cité minière de Kamituga à Mwenga ont lancé une attaque contre les Raia Mutomboki et les Raia Mukombozi ce matin. La société civile du milieu atteste que de fortes détonations d'armes ne permettent pas à la population de quitter leur maison. La 10e région militaire indique qu'il s'agit des opérations pour neutraliser les groupes armés de la région sans donner un quelconque bilan. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, l'affaire Tchebeya suit son cours. Souvenez-vous, le 2 juin 2010, Floribert Tchebeya est retrouvé mort dans sa voiture après s'être rendu dans les locaux de l'inspection générale de la police. Floribert Tchebeya travaillait au moment de sa mort sur des dossiers très sensibles, comme les massacres perpétrés au Bas-Congo en 2007, une série d'arrestations arbitraires et des disparitions forcées. Plusieurs policiers ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire Floribert Tchebeya. Un procès sur son assassinat est en appel devant la cour militaire. Aujourd'hui, Olivier Kungwa, membre de la Voix des Sans-Voix, doit comparaître à la prison centrale de Makala. Il a été assigné en qualité de témoin. Nous écoutons Dolly Ibefo de la Voix des Sans-Voix qui revient sur le rôle joué par son collègue dans cette affaire. C'est lui qui avait reçu le lieutenant Michel Mouila. Michel Mouila, c'est parmi les personnes qui sont poursuivies par la haute cour militaire. Michel Mouila était passé le 28 mai 2010 au bureau de la Voix des Sans-Voix sous prétexte de déposer un courrier et il a continué à demander à monsieur Olivier Kungwa pour qu'il puisse appeler Floribert et que Floribert l'appelle. Donc c'est la personne qu'on avait envoyée pour venir identifier Floribert Tchebeya.
C'est pour ça qu'on l'invite de venir témoigner. Et en quoi est-ce que ce témoignage peut faire avancer l'affaire? Il n'est pas nouveau dans le procès parce qu'au premier degré, il a témoigné aussi pour la même cause. Parce que c'était lui qui a reçu la lettre APA, donc qui a attiré Floribert vers l'inspection générale de la police. Cette lettre était signée par le général John Numbi, une lettre signée directement retirée par le colonel Daniel Mukalai, qui n'est pas le service courrier de l'inspecteur général de la police. Donc justement, vous profitez de ce dernier développement pour exiger de la justice congolaise qu'elle arrête le général John Numbi. En fait, nous invitons la justice congolaise pour se rendre crédible, d'arrêter toutes les personnes qui sont impliquées dans l'assassinat de Floribert, parmi lesquelles le général John Numbi, qui est le suspect numéro 1. C'est lui qui a attiré Floribert et c'est en son nom que le colonel Daniel Mukalai a invité à informer Floribert qu'il avait rendez-vous avec lui. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et puis, en République démocratique du Congo, les habitants de plusieurs entités administratives du nord de la province du Katanga vivent dans la misère et dans l'absence de l'autorité de l'État. Selon les députés provinciaux du Katanga, cette situation serait à la base de l'émergence des groupes des miliciens Maïmaï. Ces députés s'exprimaient au cours d'une plénière tenue lundi 8 avril à l'Assemblée provinciale du Katanga. Denise Mayo, Radio Okapi. Dans le territoire de Moba, le député Janvier Moulaya craint que la chasse au Bakatakatanga dans la chefferie de Nganye par un ancien chef Maïmaï risque de se transformer en un conflit intercommunautaire entre les Luba et les Tabois. Cet ancien chef Maïmaï appelé Katenda avait été sollicité par les FRDC pour cette fin. Dans le Holomami, les députés affirment que les anciens seigneurs de guerre qui avaient déposé les armes ne sont plus actifs. Les Maïmaï actifs sont tout simplement des bandits qui profitent de l'absence de l'autorité de l'État pour manipuler les jeunes désœuvreux. Grand chef Moulongo. Quelques pécheurs en eau trouble contactent ces jeunes gens et les attirent par des promesses fallacieuses en leur promettant monts et merveilles. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, selon le journal Le Potentiel, la facilitation ougandaise des pourparlers entre le gouvernement congolais et le M23 pourrait convoquer les deux délégations jeudi à une plénière pour décider de la signature de l'accord final. La semaine dernière, le ministre congolais des Affaires étrangères avait appelé le M23 à, je cite, cesser d'exister. Il n'est plus question de recycler les spécialistes de la rébellion dans les rangs des forces armées. Le seul avenir pour le M23, c'est de cesser d'exister comme mouvement politico-militaire, avait dit Raymond Tshibanda au cours d'une conférence de presse dans la capitale congolaise, indique le journal. Le chef de la délégation du gouvernement congolais à Kampala avait ajouté que la brigade d'intervention de l'ONU, qui a été approuvé par le Conseil de sécurité, s'occupera de mettre fin à l'existence du M23 si le mouvement armé n'était pas dissous. Les dirigeants du M23, de leur côté, continuent de privilégier le dialogue alors que les pourparlers auraient repris depuis samedi dernier. À présent, les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC recueillis par France Ouessou. Sur journalistes et citoyens de Béni pour la voix de l'Amérique, 9 morts, c'est le bilan de la pluie qui s'abat de ce dernier temps en ville de Béni. Vers 22h au quartier Béningou, le commune Péou, où l'eau de pluie après l'inondation jusqu'à déborder solide a transporté 2 personnes qui tentaient de traverser pendant la crue. Les corps des victimes ont été découverts le matin par la population car l'eau a regagné sa position primitive. Rappelons que les 7 autres pour totaliser 9 aussi tombé après qu'un arbre qui était bousculé par un vent violent non loin du parc national de Virunga soit tombé dessous. À part cette précision, il y a aussi d'autres cas isolés de cette catastrophe naturelle dans les territoires de Béni où la population passe la nuit à la belle étoile.
Manafé Vandeli, c'est un journaliste à Kasumbalesa depuis quelques semaines. À Kasumbalesa, les vendeurs de farine qui se plaignaient de l'interdiction d'exportation de la farine du côté zambien vers la RDC ont pu tenter pour aller s'acheter par des voies frauduleuses de la farine en Zambie et la plupart d'entre eux ont été arrêtés. Il y a une trentaine de Congolais arrêtés. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les délégations du gouvernement congolais et de la rébellion du M23 sont à Kampala, la capitale ougandaise. C'est pour tenter de relancer les négociations qui coincent notamment sur la question du désarmement et de la dissolution du M23 exigée par Kinshasa. Les détails avec la LACI. Le dialogue entre le pouvoir congolais et le M23 s'était enlisé il y a quelques semaines suite à l'éclatement de la rébellion en deux factions et la décision de l'ONU de créer une force d'intervention chargée d'éradiquer les groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Lambert Mende, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, indique ce qu'il attend de ces nouvelles négociations. Tout ce que nous attendons de M23, c'est constater sa dissolution, puisque aussi bien la loi congolaise que la résolution 2098 du Conseil de sécurité fondent ce mouvement, un mouvement hors la loi. Nous, gouvernement congolais, souhaitons que cela se passe au moindre coût en vie humaine et nous souhaiterions qu'avant que les résolutions du Conseil de sécurité d'un désarmement forcé de ces groupes armés n'interviennent, que nos compatriotes se désarment d'eux-mêmes et constatent avec nous la fin de cette action militaire totalement irrégulière et illégale qu'ils ont tenté de mener contre leur pays et acceptent de réintégrer la société congolaise. Bertrand Bissimois, chef du département de la communication et porte-parole du mouvement du 23 mars, nie avant tout toute scission au sein du M23. Il affirme qu'il est un et unique et qui plus est dirigé par le général Makenga. Pour lui, les négociations tiennent à un fil. Elles n'aboutiront pas si des troupes onusiennes sont envoyées pour les combattre. Avant qu'on reprenne les discussions, nous devons être fixés parce que nous estimons que nous ne pouvons pas reprendre les négociations au moment où le gouvernement parle de la guerre qui va être lancée contre nous. Tous les médias en parlent et tout le monde dit que bientôt les Nations Unies, sur demande du gouvernement congolais, vont lancer une offensive contre nos positions. Alors nous disons au gouvernement Sophie qu'il choisisse entre la guerre et les négociations. S'il choisit l'option militaire, alors à ce moment-là, nous devrions arrêter les négociations pour nous permettre aussi d'aller sur le terrain et nous préparer à l'option militaire. La guerre ou les négociations, c'est ce que propose le M23 dans ce nouveau round de pourparlers à Kampala, alors qu'à Kinshasa, les autorités assurent qu'elles seront intransigeantes sur le désarmement et la dissolution du M23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Avec la RDC, le médiateur Yoweri Museveni d'Ouganda a convoqué, dit-on, les représentants du gouvernement congolais et de la rébellion M23 jeudi à Kampala pour décider de la signature de l'accord final de paix. Comment concilier cette convocation avec la déclaration du ministre congolais des Affaires étrangères qui avait appelé le M23 à cesser d'exister? D'abord, j'ai demandé à notre confrère Nikez Kibelbeloka si la réunion de jeudi avait été confirmée. Oui, effectivement, et d'ailleurs les deux délégations sont déjà à Kampala, à l'heure où nous parlons. Ils ont même eu une réunion avant vous, mais effectivement, ils vont en principe signer. Étant donné la nouvelle donne et le ministre congolais des Affaires étrangères qui avait appelé le M23 à cesser d'exister, comment peut-on concilier la présence des deux délégations à Kampala? D'abord, il faut dire que pour Kampala, il faut bel et bien que le dialogue se termine par un accord. Parce que si vous vous rappelez, le président Museveni, c'est lui qui aurait demandé au M23 de quitter Goma, et le M23 va au pays. Et le président Museveni voudrait montrer par là qu'il garde encore le contrôle de la sous-région des Grands Lacs. Donc il faut un accord. De deux, le M23 est constitué de soldats ou de militaires. On ne va pas les jeter dans le lac Kivu. Il faut quand même qu'ils soient réintégrés dans l'armée nationale. On parle de soldats de dernier rang jusqu'au lieutenant. Ils seront réintégrés en demandant comme condition qu'ils acceptent de se redéployer partout à travers le Congo. Ça aussi, c'est la deuxième condition pour qu'il y ait un accord. Quant aux responsables, on ne sait pas ce qu'on fera dedans. Le dialogue doit se terminer par un accord pour donner à Museveni l'occasion de sortir la tête haute.
Que dire de cette déclaration du ministre des Affaires étrangères de la RDC qui dit qu'il n'est plus question de recycler les spécialistes de la rébellion dans les rangs des forces armées? Et vous trouvez que c'est indispensable? On ne peut pas les jeter, comme vous dites, dans le lac Kivu. Il faut dire aussi que les politiques congolaises, des fois, va plus vite en besogne. Et il va plus vite en besogne parce que la donne de la sous-région, la géopolitique de la sous-région fait que les deux pays qu'on a accusés à tort et à raison, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, de soutenir le M23, devraient trouver une solution pacifique. Et la solution pacifique, c'est effectivement la réintégration des militaires. Alors, le politique congolais va vite en besoin, comme nous l'étudions, parce que le ministre des Affaires étrangères était à Kampala et il sera encore à Kampala. Et il ne pouvait pas d'emblée décider que pendant 3-4 mois, les gens se soient parlé sans qu'il y ait au finish un document ou un accord. Donc je pense que ça a été un peu aller vite en besogne, mais sans, je ne dirais pas sans maîtriser, mais sans connaître les enjeux pour lesquels le président Museveni a accepté de patronner ces discussions et aussi avait demandé au M23 de quitter la ville de Goma. Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, la société civile de la province du Nord Kivu a dénoncé mardi 9 avril la campagne menée par les rebelles du M23 contre le déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO, la mission de l'ONU de stabilisation en RDC. Selon le porte-parole de la société civile, les rebelles ont organisé une série de meetings populaires la semaine dernière dans la zone qu'ils occupent, appelant la population locale à s'opposer au déploiement de cette brigade. On écoute Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Le M23 multiplie des campagnes d'intoxication de la population à s'opposer à l'arrivée de la brigade d'intervention des Nations Unies. La semaine passée, les responsables politiques et militaires du M23 ont multiplié des meetings à Kiwanja, à Rutshuru Centre, à Buhumba et à Kibati, demandant à la population de manifester contre le déploiement prochain de cette brigade d'intervention des Nations Unies. Nous pensons que cela est inacceptable. Ce serait empêcher le retour de la sécurité ici en province du Nord. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pour parler de Kampala sur la RDC, depuis samedi, les comités techniques du gouvernement congolais et du M23 ont repris les travaux et aujourd'hui, chaque délégation a remis un document au médiateur ougandais qui procédera à son examen en vue d'un accord final. En tant que facilitateur, le ministre de la Défense ougandais, Crispus Kionga, a prévenu que l'accord devait être conclu dans les 2 semaines. Il y a encore de grandes divergences, insistent les deux parties et les observateurs, ce qui pose question sur un éventuel compromis. Hormis les questions politiques et socio-économiques qui restent un mystère, il est à se demander notamment comment la question militaire sera réglée, sachant que Kinshasa exige la dissolution du M23 et que ce dernier veut en particulier l'intégration de tous ses chefs dans l'armée congolaise, ce qui nous ramène effectivement à l'accord de 2009 sans que l'on puisse entrevoir un quelconque progrès dans les discussions jusqu'ici. Le point avec Roger Lumbala, qui est chef de la délégation adjoint du M23 et président du RCDN, un parti d'opposition qui a été suspendu par Kinshasa le 10 janvier dernier. Le M23 a confectionné son propre projet d'accord qu'il a remis ce matin au ministre de la Défense. Cela dépend maintenant du ministre de faire la synthèse de tous les 2 projets pour dégager un consensus qui sera accepté par toutes les 2 parties afin que cela soit transformé en accord de Kampala entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement du M23. Est-ce que vous demandez toujours la création d'un Conseil national de transition et est-ce que dans vos documents, vous vous y prenez d'une manière, disons, un petit peu plus délicate, entre guillemets, au niveau des demandes que vous formulez? Il y a certaines revendications du M23 qui ont été reprises au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Presque toutes ces revendications que la délégation du gouvernement avait qualifiées d'autres fois d'illégitimes, d'illégales, ceci et cela. Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît, d'une revendication reprise. Par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas la démocratie en République démocratique du Congo, il y a la mauvaise gestion. Oui, mais ça, c'est une critique, c'est pas une solution. Quelle solution vous apportez? La solution que nous voulons,
c'est la réconciliation nationale qui va tendre à la démocratisation du système qui permettra une bonne gestion afin que les citoyens congolais puissent bénéficier de la redistribution des richesses. Aujourd'hui, je vous certifie, madame, que le pays est en train d'être bradé et qu'on ne sait pas à quel sens se vouer. Si l'on parvenait à un accord dans 1 semaine et demie environ, du moins prochainement, est-ce que cela voudrait dire que le M23 déposerait les armes ou est-ce qu'on se trouverait finalement dans une situation un petit peu comme en Centrafrique? À partir du moment où l'accord est signé, c'est les termes de l'accord que l'on doit respecter. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut que le M23 dépose les armes. Bien sûr, mais déposer les armes pour aller où? Aller dans une armée qui ne sait pas défendre la République. L'opposant congolais Roger Lumbala, membre de la délégation du M23 au pourparlers de Kampala. Le vice-président de la délégation du gouvernement congolais, Apollinaire Malumalu, prenait tout juste l'avion lorsque nous l'avons contacté à Kampala, mais il a confirmé que le médiateur ougandais s'était vu remettre les documents de la part des deux parties et qu'il se donnerait probablement jusqu'à samedi pour leur examen. Pendant ce temps, la nouvelle société civile du Congo, la NSCC, s'interroge sur le silence des institutions à propos de la nouvelle loi sur la CENI. Le coordonnateur de l'organisation, Jonas Tchiombela, s'inquiète de l'absence jusqu'ici de la promulgation de cette loi parmi d'autres, adoptée le 12 décembre 2012 pour modifier celle du 28 juillet 2010. Dans le nouveau texte, la présidence de la CENI est accordée à la société civile. 4 mois après son adoption, cette loi n'est en effet ni promulguée ni renvoyée au Parlement pour relecture, comme l'avaient demandé des organisations religieuses et la société civile. Jonas Tchiombela, coordonnateur de la NSCC, nouvelle société civile du Congo, estime que la CENI reste toujours aussi politisée malgré les modifications apportées en son sein. La loi sur la CENI, telle qu'elle est proposée par l'Assemblée nationale pour promulgation, cette loi porte pas mal de germes de contestation, de conflits. Elle est à outrance politisée. La société civile y est sous-représentée. Les règles de bonne gouvernance pour la gouvernance électorale ne sont pas respectées. Face à ce tableau sombre, nous sommes là face à une loi qui représente parfaitement la loi qui a régi l'organisation des élections du 28 novembre 2011. Donc, c'est une loi qui porte vraiment des germes d'autres conflits qu'il faut déjà à ce niveau élaguer avant qu'on y arrive. Voilà pourquoi la société civile est tentée de reprocher cet aspect des choses. La version qui était proposée par le Sénat était une version qui était proche des réalités de notre pays, mais que du reste, l'Assemblée nationale a pu rejeter en bloc et faire une loi taillée sur mesure que la société civile et les églises au pays sont en train de l'écrire actuellement. Le silence que vous reprochez aux institutions serait peut-être dû notamment au fait que vous contestez, entre autres personnes, entre autres groupes, cette nouvelle loi et qu'il y aurait peut-être une relecture de prévue, non? C'est depuis 4 mois que cette loi que nous contestons est allée à la Cour suprême pour voir si elle était conforme à la Constitution et que le président de la République pouvait promulguer. Jusqu'ici, aucune institution ne peut nous répondre clairement ce qui est arrivé à cette loi, ni la présidence de la République, ni la Cour suprême. En attendant cette démarche, nous sommes là plus de 4 mois et il y a des institutions qui continuent actuellement à siéger au pays qui n'ont plus une base légale parce qu'il faut renouveler ces institutions, mais ce n'est pas possible parce que cette loi n'est pas aussi prête. Et personne ne peut répondre clairement où est-ce que cette loi serait bloquée. D'un côté, vous contestez le fait que la loi soit bloquée, en même temps, vous en contestez le contenu. Donc, qu'est-ce que vous préconisez? Nous contestons d'abord le contenu, nous contestons d'abord le fait que nous avions demandé qu'on puisse la renvoyer pour une deuxième lecture, pour qu'on puisse porter des correctifs sur tout ce que nous avons pu reprocher. À tout cela, aucune réponse. Maintenant, nous préconisons
comme il y a le silence total et que le chef de l'État doit convoquer incessamment les concertations qu'il avait appelées de tous eux lors du congrès au mois de décembre de l'année passée. Comme ça, au cours de ces assises de concertation nationale, on peut refaire cette question et porter des correctifs à cela. À notre niveau de la société civile, nous sommes en train de préparer un atelier pour apporter des correctifs tels que nous le souhaitons pour que ce soit proposé aux concertations prochaines. Le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, Jonas Tiombela, était joint à Kinshasa. Nous restons en RDC pour les témoignages des 100 citoyens journalistes recueillis par France Ouessou. Fora Massimengo, citoyenne journaliste de la VOA depuis Butembo. L'actualité est que le non-accès aux soins et à la communication constitue de grandes difficultés que connaissent encore certaines localités du territoire de Lubero. C'est le cas de Kimbulu, village situé sur le tronçon Butembo-Lubero et plus précisément entre la localité de Musienene et la cité de Lubero. Monsieur Issambaya Mwanga II, chef de poste d'encadrement administratif de Musienene, résident à Kimbulu, évoque le problème de la distance séparant les habitants de Kimbulu de l'hôpital général de référence de Musienene, ce qui ne leur facilite pas l'accès rapide aux soins, de suite aussi au manque de médecins dans cette contrée. D'autres difficultés sont liées aux infrastructures scolaires pendant la saison pluvieuse qui produit souvent des catastrophes chez les écoliers et élèves dans les écoles. Je suis citoyen journaliste basé à Mbujima. Il y a une actualité actuellement, il y a l'insécurité dans toutes les communes de la ville de Mbujima. Chaque jour qui passe, il y a les hommes non autrement identifiés qui sont en train de tracasser les populations paisibles. Ils entrent de maison en maison en train de voler, de tuer. D'ailleurs, les policiers qui sont connus et les militaires FARDC qui sont postés pour la sécurisation du polygone minier, ils ont instauré une barrière et ils demandent 200 francs par passant. Donc, ce qui fait que le trésor Chimanga, qui a eu une dispute avec un policier de mine, a été tué parce qu'il n'avait pas donné 200 francs. La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En RDC, l'opposant Eugène Diomi Ndongala, interpellé hier soir par les forces de police, a été placé en détention provisoire par un magistrat instructeur de Kinshasa. Le chef de la démocratie chrétienne est inculpé de viol sur mineur, une accusation dont il se défend. L'avocat d'Eugène Ndongala s'insurge contre la méthode. Pour rappel, en juin dernier, Eugène Ndongala avait disparu pendant plusieurs mois, plus de 3 mois, et avait accusé les services spéciaux d'enlèvement. Il se dit depuis victime de harcèlement. Des précisions avec Olivier Roger. Lundi soir, peu après 22h, une vingtaine de policiers font irruption dans l'hôtel que possède Eugène Diomi Ndongala à Kinshasa. À leur tête, le colonel Kanyama. Ils viennent interpeller l'opposant. Celui-ci passe la nuit dans un centre de police avant d'être emmené au parquet ce mardi matin. C'est là que son avocat apprend que la police n'a fait qu'exécuter un mandat d'amener délivré par le magistrat instructeur. Eugène Diomi Ndongala est en effet accusé de viol sur mineur, accusation qui date de juin dernier. C'est à cette époque que la police investit les locaux du parti d'Eugène Diomi Ndongala et que ce dernier disparaît durant 3 mois. Une disparition trouble, au terme de laquelle le chef de la démocratie chrétienne accuse les services secrets de l'avoir enlevé. Depuis, il ne cesse d'affirmer que l'affaire de viol dans laquelle il est désormais inculpé est un montage de toutes pièces afin de l'écarter de la scène politique. Olivier Roger, et puis toujours à Kinshasa, reprise aujourd'hui du procès en appel des assassins présumés de Floribert Chebeya, le militant des droits de l'homme congolais, avait été tué en juin 2010. Le procès de ces assassins présumés a repris aujourd'hui à Kinshasa devant la haute cour militaire après plusieurs mois d'interruption. Un nouvel incident de procédure a monopolisé les débats et la prochaine audience a été fixée au 30 avril dans l'enceinte de la prison de Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Guterres, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, sera en RDC à partir d'aujourd'hui. Il effectuera demain une visite de terrain à Zongo, dans la province de l'Équateur, un déplacement qui intervient alors que la situation des réfugiés centrafricains inquiète. Yvan Edoumou est le porte-parole du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires à Kinshasa. Depuis ces dernières semaines,
semaine, nous avons enregistré près de 40 000 Centrafricains qui ont traversé en RDC. Les premiers mouvements dataient de décembre 2012 lorsqu'il y a eu les premiers affrontements à Bangui. Et évidemment, il y a eu pas mal de mouvements depuis la chute du régime du président Bozizé. C'est un afflux qui comprend en grande partie des femmes et des enfants. C'est une situation qui est un peu préoccupante parce que ces personnes vivent principalement à Zongo, en province de l'Équateur, qui est la province voisine à la Centrafrique. Et c'est une province déjà assez démunie et qui manque un certain nombre d'infrastructures déjà pour pouvoir subvenir aux personnes qui vivent déjà dans cette province. Alors quand vous ajoutez un afflux de personnes, surtout ce genre d'afflux qui n'était pas forcément planifié, ça met toujours en mal les mécanismes de réponse. De quoi les réfugiés ont-ils le plus besoin ? Premièrement, d'abri, de ne plus être à la belle étoile et être soit dans des camps ou bien dans des sites. Et il faut noter qu'effectivement, à cause de cette proximité naturelle qu'il y a entre la RDC et la Centrafrique, il y a beaucoup de ces personnes qui ont pris refuge chez soit des familles qu'ils connaissaient ou soit chez des gens de bonne volonté. Il faut aussi évidemment s'occuper de la nourriture, pouvoir les nourrir. Évidemment, non seulement nourrir les personnes qui sont déplacées, mais les personnes qui les accueillent. Il faut aussi penser à la santé surtout des enfants, des femmes, des vieillards qui ont souvent une santé assez fragile. Donc c'est tout un tas de besoins immédiats, vitaux auxquels nous essayons de parer en ce moment. Yvon Edoumou d'Ocha était joint à Kinshasa. Au Congo, hier, la MONUSCO a tapé du poing sur la table. Selon la force onusienne, les activités de propagande menées par le mouvement du 23 mars ne pourront ni changer ni modifier les dispositions prises par l'ONU concernant le déploiement de la brigade d'intervention. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Prosper Félix Basse. Hier, une marche devait être organisée par le M23 en territoire de Nyiragongo, mais elle a été annulée. Et puis plus à l'est, depuis quelques jours, les principaux groupes armés de la province du Sud Kivu réintègrent les forces congolaises. Une décision malgré les préalables qu'ils ont posés et auxquels le gouvernement congolais n'a pas répondu. Voici le reportage de Jolie Kamuntu, la correspondante de la Voix de l'Amérique au Sud Kivu. Dans le territoire de Fizi, au sud de la province du Sud Kivu, les leaders des groupes armés Falk et Mai Mai Alléluia ont tenu un meeting à Baraka, chef-lieu du territoire, la semaine dernière. Dans leur message, le commandant Unji des Falk et Akotumba de Mai Mai Alléluia ont manifesté leur volonté d'intégrer les forces armées de la RDC. Un extrait de leur meeting tenu devant la population. Celui qui va encore amener la guerre, ça sera trop mauvais car ça sera encore mettre les gens dans de mauvaises conditions. Nous venons installer la paix et la maintenir pour toujours. C'est lui qui a encore de mauvaises pensées de guerre qui laisse ça de grâce. Dans le haut plateau de Kalehe, plus au nord, c'est plus de 170 éléments du groupe armé Mai Mai Nyatura qui se sont rendus avec leurs armes et munitions aux forces armées de la RDC. Selon le commandant 10e région militaire, ces éléments sont regroupés dans le camp de Nyamunyunyi, non loin de l'aéroport de Kavumu, en attendant leur intégration officielle. Et dans le territoire de Walungu à l'ouest, plus précisément à Nyangezi, le commandant du FAP ou Forces armées populaires, le général autoproclamé Masonga, attend depuis dimanche dernier avec 50 de ces éléments d'être aussi intégrés dans les forces armées de la RDC. Et pendant ce temps, d'autres Mai Mai résistent encore. Ceux du commandant Mayele dans le secteur Tanganyika sèment encore terreur et désolation en inquiétant la population. Il déclare ne pas retenir l'attention du gouvernement congolais. Bukavu, Jolie Kamuntu, la Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le mouvement rebelle du M23 ne souhaite pas le déploiement de la brigade d'intervention des Nations Unies dans l'est de la République démocratique du Congo. Et pour cause, cette force qui a un mandat d'intervention devrait mener une mission de pacification. En clair, lutter contre les groupes armés qui créent l'insécurité dans la région, parmi lesquels on trouve bien sûr le M23. Du côté de la MONUSCO, la mission des Nations Unies dans la région entend bien atteindre cet objectif de pacification. L'Afrique du Sud, qui a récemment subi un revers en Centrafrique, a annoncé son intention d'envoyer ses troupes pour participer à cette nouvelle brigade d'intervention. Carole Assignon, vous m'avez rejointe dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors cette décision de l'Afrique du Sud d'envoyer des soldats en RDC ne semble pas tellement plaire au M23 qui tente même de l'en dissuader. En effet, c'est à travers un courrier que le M23 a demandé aux parlementaires sud-africains de dissuader leur gouvernement de participer à la brigade d'intervention de la MONUSCO dans l'est de la RDC.
Pourquoi cette démarche du M23? La réponse de Jean-Claude Baka, analyste politique et membre de l'Association africaine des droits de l'homme en RDC. Je préfère que l'Afrique du Sud ne puisse pas envoyer ses troupes par rapport à leur nombre. Si l'Afrique du Sud accepterait, à ce moment-là, le nombre de M23 serait en diminution par rapport aux troupes qui vont devoir intervenir à l'Est. Donc ils ont peur de cette augmentation-là d'hommes d'armes. Ce mouvement-là préfère négocier avec le gouvernement congolais. Ces gens-là sont en train de réconforter leur rang pour que, dès lors que la brigade d'intervention de la MONUSCO sera sur place, ils se trouvent devant un morceau dur pour ne pas pacifier l'Est de la RDC. Le M23 a donc peur de voir ses troupes inférieures à celles de la brigade d'intervention des Nations Unies, une mission qui a un objectif précis. Manoj Manoubai, porte-parole de la MONUSCO en RDC. La mission de cette force d'intervention entre dans le cadre d'une nouvelle approche pour essayer de régler définitivement le problème d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. La mission est de venir de traquer et de neutraliser tous ces groupes armés qui écument l'est de la République démocratique du Congo, y compris le M23. Les différents bataillons qui vont composer cette brigade ont déjà commencé, les terrains ont été identifiés, les ingénieurs sont sur place, ils ont déjà commencé les travaux pour installer, disons, le camp qui va accueillir ces militaires. Peut-être qu'avec le déploiement de cette brigade d'intervention, la paix reviendra dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RDC, la plénière convoquée par le facilitateur Yoweri Museveni a bien eu lieu ce jeudi à Kampala, mais il est clair que la finalisation de l'accord de paix entre le M23 et le gouvernement congolais ne sera pas pour aujourd'hui, contrairement au souhait du président ougandais. De nouvelles complications ont en effet surgi à ces pourparlers suite à de nouvelles demandes de la rébellion congolaise. Au micro d'Idrissa Seydoudia, écoutez notre confrère Nikez Kibel Beloka, il est sur place à Kampala. Il y a eu une seule plénière et il n'y en aura pas d'autre sauf imprévu parce que le facilitateur a adopté une méthode qui consiste seulement à des échanges de documents, c'est-à-dire chaque partie fait ses doléances par écrit et remet au facilitateur qui à son tour dépose chez l'autre partie et après des discussions, il y a confrontation. Alors pourquoi cette méthode? C'est une méthode pour éviter beaucoup de polémiques parce que il faut dire que les deux parties ne parlent pas le même langage et les divergences continuent depuis le début de ces dialogues. Par exemple, aujourd'hui, il y a une polémique, le M23 accuse ouvertement le gouvernement de Kinshasa de chercher à tout prix à l'anéantir, et notamment avec la brigade qui doit s'installer d'un moment à l'autre. Le M23 exige que son armée et les FARDC coalisent pour traquer les forces négatives, parce qu'elles ne se considèrent pas comme forces négatives. Et réitère aussi sa volonté de gouverner l'espace Nord Kivu après avoir traqué des forces négatives. Mais est-ce qu'il était question, avant les négociations, il était question dans l'ordre du jour d'avoir le M23 en quelque sorte assumer l'autorité locale dans le Nord Kivu? Il n'en était pas question, mais le M23 joue sur sa survie. Mais c'est compliqué parce qu'aussi, comme vous le savez, le président Kabila a pris un décret qui radiait 15 officiers du M23 de l'armée nationale, notamment le colonel Makenga. Donc l'opération, l'exercice semble aujourd'hui compliqué. On ne sait pas comment on sortira du tunnel. Nikez, on a vu le M23 contacter même les Sud-Africains pour faire du lobbying, littéralement, auprès des Sud-Africains pour qu'ils ne fassent pas partie de cette brigade d'intervention. Pourquoi tous ces efforts? Il faut dire que le M23 reste égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il voudrait gérer la province du Nord Kivu. Au début des négociations, le M23 insistait pour qu'il y ait une administration parallèle, c'est-à-dire qu'il demandait que la gestion politique de la province et militaire lui soit confiée. Donc le M23 montre sa volonté de ne pas s'effacer, de ne pas se dissoudre, de ne pas se confondre au FARDC. Au fait, il voudrait gérer la province du Nord Kivu, donc avoir une partie du Congo qui soit sous son administration. Pourquoi il estime que l'arrivée de la brigade n'est pas la bienvenue, et c'est là, si on ne veut pas lui donner des intentions, cela signifierait en clair qu'il combattrait la brigade si jamais son lobby n'est pas accepté. Voilà, c'était notre confrère congolais Nikez Kibel Beloka. Il était au micro d'Idrissa Seydoudia en ligne de Kampala. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
13 GMT en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 tentent d'entraver le déploiement de la brigade d'intervention rapide de l'ONU chargée de combattre les groupes armés dans l'est du pays. La rébellion a averti, par exemple, l'Afrique du Sud qui doit fournir des troupes pour le déploiement que Pretoria allait combattre pour une guerre absurde et qu'elle craignait des massacres mutuels. Du côté de la MONUSCO, la mission des Nations Unies l'ont dit ne pas être surpris par cette campagne du M23. Écoutez le porte-parole de la MONUSCO, Manodje Munobai. Ça ne nous étonne pas, c'est le contraire qui nous aurait étonné, parce que maintenant le M23 sait que la communauté internationale est sérieuse, elle sait que pour elle la récréation est finie, parce que la brigade d'intervention que le Conseil de sécurité a mis en place, une fois qu'elle sera opérationnelle, elle a pour mission de traquer et de neutraliser tous les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, parmi lesquels le M23. Donc, il est inquiet, c'est pour ça que nous assistons à cette gesticulation de sa part. Vous ne vous dites pas surpris, mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas peur de l'impact que ce que vous qualifiez de gesticulation peut avoir? Vous savez, c'est vrai qu'il va y avoir un impact sur la population à l'est, ça nous en sommes conscients, mais vous savez, le M23 est sécurisé très sérieusement la population de la République démocratique du Congo. L'action du M23 a créé des sommes sur des milliers de déplacés. L'action du M23 a déjà créé et semé la désolation à la République du Congo. Manodje Munobai, porte-parole de la MONUSCO. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Viol de femmes en République démocratique du Congo. L'ONU avait lancé un ultimatum à Kinshasa pour agir. C'est finalement fait. L'armée congolaise a suspendu 12 militaires de haut rang. Selon un porte-parole du département onusien du maintien de la paix, il s'agit d'après Kieran Dwyer des commandants et commandants adjoints de 2 bataillons impliqués dans les viols de 126 femmes à Minova dans l'est du pays. Des soldats appartenant à ces bataillons auraient commis ces viols en novembre dernier dans leur fuite face à l'offensive des rebelles du M23. L'ONU avait menacé de retirer son soutien aux 2 bataillons si aucune initiative appropriée n'était prise. Tous les militaires suspendus sont désormais passibles à des poursuites. Les victimes ont commencé à témoigner, les suspects interrogés. Un signal de l'engagement des autorités congolaises, selon le porte-parole Dwyer, qui ajoute toutefois que Kinshasa doit aller jusqu'au bout de cette affaire et punir ceux trouvés coupables. De la République démocratique du Congo. Pour parler M23 à Kinshasa, la plénière convoquée par le facilitateur Yoweri Museveni a bien eu lieu ce jeudi 11 avril à Kampala, mais il est clair que la finalisation de l'accord de paix entre le M23 et le gouvernement de Kabila devra encore attendre, contrairement aux souhaits du président ougandais. De nouvelles complications ont en effet surgi à ces pourparlers suite à de nouvelles demandes de la rébellion congolaise. Au micro d'Idrissa Seloudia, écoutez notre confrère Nikez Kibelbeloka qui se trouve à Kampala. Il y a eu une seule plénière et il n'y en aura pas d'autres sauf imprévu parce que le facilitateur a adopté une méthode qui consiste seulement à des échanges de documents, c'est-à-dire chaque partie fait ses doléances par écrit et remet au facilitateur qui à son tour dépose chez l'autre partie et après des discussions il y a confrontation. Alors pourquoi cette méthode? C'est une méthode pour éviter beaucoup de polémiques parce que il faut dire que les 2 parties ne parlent pas le même langage et les divergences continuent depuis le début de ces dialogues. Par exemple, aujourd'hui, il y a une polémique, le M23 accuse ouvertement le gouvernement de Kinshasa de chercher à tout prix à l'anéantir, et notamment avec la brigade qui doit s'installer d'un moment à l'autre. Le M23 exige que son armée et les FARDC coalisent pour traquer les forces négatives, parce qu'elles ne se considèrent pas comme forces négatives. Et réitère aussi sa volonté de gouverner l'espace Nord Kivu après avoir traqué des forces négatives. Mais est-ce qu'il était question, avant les négociations, il était question dans l'ordre du jour d'avoir le M23 en quelque sorte assumer l'autorité locale dans le Nord Kivu? Il n'en était pas question, mais le M23 joue sur sa survie.
Mais c'est compliqué parce qu'aussi, comme vous le savez, le président Kabila a pris un décret qui radiait 15 officiers du M23 de l'armée nationale, notamment le colonel Makenga. Donc l'opération, l'exercice semble aujourd'hui compliqué. On ne sait pas comment on sortira du tunnel. Nikez, on a vu le M23 contacter même les Sud-Africains pour faire du lobbying, littéralement, auprès des Sud-Africains pour qu'ils ne fassent pas partie de cette brigade d'intervention. Pourquoi tous ces efforts ? Il faut dire que le M23 reste égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il voudrait gérer la province du Nord Kivu. Au début des négociations, le M23 insistait pour qu'il y ait une administration parallèle, c'est-à-dire qu'il demandait que la gestion politique de la province et militaire lui soit confiée. Donc le M23 montre sa volonté de ne pas s'effacer, de ne pas se dissoudre, de ne pas se confondre au FARDC. Au fait, il voudrait gérer la province du Nord Kivu, donc avoir une partie du Congo qui soit sous son administration. Pourquoi il estime que l'arrivée de la brigade n'est pas la bienvenue? Et c'est là, si on ne veut pas lui donner des intentions, cela signifierait en clair qu'il combattrait la brigade si jamais son lobby n'est pas accepté. De Kampala, notre confrère congolais Nikez Kibelbeloka, directeur du journal Les Coulisses.